à tous, on est ravis avec Louise de vous accueillir pour cette nouvelle séance du webinaire Histoire du droit 2.0. Je vais présenter rapidement nos collègues qui nous font le plaisir de venir partager avec nous leur expérience sur un projet éditorial qui s'intitule « Lire le droit du Moyen-Âge, comprendre et utiliser les sources juridiques » 12e, 15e siècle. Voilà, on va parler de ce livre ce soir. Et donc, on a avec nous notre collègue Emanuele Conte, qui est professeur d'histoire du droit à l'université Roma Tre, mais qui est directeur d'études à l'EHESS aussi. Et bon, je vais aller très rapidement, hein, sentez-vous libre de compléter par tous les éléments que vous jugerez utiles, mais vous êtes un spécialiste du droit médiéval et surtout des formes que le droit va prendre au Moyen-Âge, et plus largement, vous avez beaucoup travaillé sur la culture juridique et la manière dont la règle de droit, justement, se nourrit de multiples savoirs, d'influences, avant de prendre une forme particulière, que ce soit dans les traités savants ou dans toutes les formes de règles de droit. Et quand j'ai fait un petit peu des recherches sur votre parcours, il y a des choses qui m'ont vraiment frappée dans ce qui anime votre recherche, c'est-à-dire de restituer au droit sa place, hein, au sein des sciences humaines et sociales, ou encore rompre l'isolement technique où le droit s'est longtemps trouvé. Et ça, c'est vrai que moi, ça me parle tout particulièrement. Et je ne vais pas détailler ici les nombreux ouvrages, les directions, les articles que vous avez écrits, et on va se concentrer aujourd'hui sur le projet éditorial pour lequel on a organisé ce webinaire. Un ouvrage que vous allez nous présenter avec deux autres collègues, Martha Cerito et Louis Janton. Martha Cerito, qui est historienne du droit aussi à l'université de Palerme, si j'ai bien suivi, mais j'ai cru voir que vous étiez passé aussi par le HESS, Oxford, le Max Planck Institute, donc vous avez beaucoup voyagé pour faire vos recherches. Et vous avez travaillé sur l'histoire du droit pénal, de la seconde partie du Moyen-Âge, et plus particulièrement sur, là aussi, une forme un petit peu originale, hein, là, si j'ai bien compris, mais vous pourrez me corriger, sur la transaction pénale, les peines négociées dans le droit médiéval. Et on retrouve d'ailleurs ce thème, hein, dans l'une de vos contributions à l'ouvrage collectif dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis, pour finir, Louis Janton, qui est un spécialiste d'histoire médiévale lui aussi, mais qui est historien, non pas historien du droit, mais historien, diplômé de la Sorbonne, et qui s'intéresse, alors là aussi, ça m'a vraiment, ça a attiré mon attention aux pratiques de l'écrit. Alors, l'expression que j'aime beaucoup aussi, c'est aux stratégies documentaires. Alors ça me plaît, ça me parle beaucoup. Et puis, vous vous intéressez au droit quand même, puisque le titre de votre thèse, c'est « L'institution et l'écrit ». Je ne lis pas la suite, je m'arrête à ça, l'institution et l'écrit. Donc, on voit bien que vous vous intéressez au juridique. Et donc, vous avez dirigé cet ouvrage collectif avec Emanuele Conte. Et pour nous en parler, c'est-à-dire à la fois évoquer le projet à son origine, et puis tout ce que vous avez réalisé en l'écrivant, en le dirigeant. Je vais vous laisser la parole. Donc, Emanuele, j'ai cru comprendre que c'est vous qui commenciez. Merci beaucoup, Ninon. Merci, Louise, pour cette invitation. Je suis de quelque façon un peu étonné du succès que cette entreprise a eu en France. J'en suis vraiment très content.
Tout est né par un projet Erasmus+, c'est-à-dire un Erasmus international qui est voué en 3 ans à créer des instruments pour l'éducation et la recherche, ou l'éducation à la recherche, ou l'éducation par la recherche. Et le projet a été lancé par l'Université de Palerme, qui est représentée ici par Marta Cerrito. Et moi, j'ai adhéré en tant que directeur d'études à l'école de hautes études. Donc, j'ai changé ma casquette, je me suis mis ma casquette française et j'ai créé un petit groupe de travail à l'école de hautes études au laboratoire interdisciplinaire sur la réflexivité, Fonds Yann Thomas. Et nous, et puis comme autre unité de recherche, il y avait un groupe de Polonais de Cracovie, et puis il y avait aussi un groupe de Suisses, ce qui est bien pour les projets, je le dis parce que c'est une information pour tout le monde, c'est bien pour les projets européens, parce que la Suisse, si un projet est retenu, donne du financement supplémentaire. Donc, ça fait que les Suisses ont participé avec leur propre argent et nous ont aidés, mais sans peser sur le financement du projet. Donc, premier point que je trouve important, lorsqu'on veut créer des outils innovatifs, on peut travailler sur les méthodes de travail, de la recherche et même de la formation, il faut de l'argent. Si on a un peu d'argent, on arrive à produire des résultats et je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais c'est possible. Parce que sinon, sans argent, c'est assez difficile de parvenir à des résultats effectifs. Nous, dans notre petite équipe parisienne, avons été chargés de la coordination d'un manuel, un nouveau manuel pour accéder aux sources. Et grâce à l'engagement de Louis, qui a été notre chercheur embauché pour le projet, nous sommes arrivés à le réaliser et vraiment très rapidement, parce qu'on est parti par un séminaire parisien. Voilà l'argent qui a été utile pour inviter les auteurs à prendre parti, à se connaître entre eux, à discuter, à présenter leurs idées. Et ça, c'est un bon début pour écrire un ouvrage collectif. Il faut se connaître, il faut partager un projet, pas seulement demander à quelqu'un d'écrire un chapitre. Il faut que chacun sache ce que sera la forme finale du travail à produire. Et puis aussi, on a pu offrir à nos auteurs un séjour de 2 semaines à Paris pour travailler, même en contact avec moi, si j'étais là, mais je travaille 90% à Rome, et surtout avec Louis qui était en permanence au travail à l'école de hautes études. Donc ça, ce sont des choses pratiques, mais qui sont, à mon sens, importantes pour qu'un projet puisse aboutir à un résultat intéressant. Et d'autre côté, il n'y a pas seulement ça, il faut avoir des idées sur quoi faire. Et l'idée de base était que le développement de Internet pendant les derniers, je dirais, 2 décennies, a produit une accessibilité aux sources, directe aux sources, qui n'existait pas avant. Tout le monde peut ouvrir des ouvrages, soit manuscrits, soit imprimés au XVe, XVIe siècle, qui contiennent des sources de l'histoire du droit, ce qui n'était pas le cas avant. Et que ça change la façon dont on devrait introduire au problème de l'histoire du droit les étudiants avancés et les jeunes chercheurs.
Et ça, c'est un peu le problème de base. C'est le constat de base sur la base duquel on a établi le projet. Vous verrez, peut-être que Martha va vous montrer que le projet n'était pas seulement l'écriture et la publication de ce manuel, mais que ce projet a produit aussi d'autres outils, a produit des séminaires, a produit des vidéos, a produit un site Internet où on peut naviguer à la recherche des sources de l'histoire du droit médiéval. Donc, il y a d'autres choses qui ont été réalisées par ce projet. Nous parlons aujourd'hui du manuel qui peut-être est le produit du projet qui est le plus visible, particulièrement en France. C'est visible parce qu'on a fait le choix, qui n'était pas facile, de l'écrire en français. Et le choix, je viens de le dire, les personnes qui étaient en ligne avant, était un choix pas évident parce que le projet qui était conçu, je crois, en 2021, Marthe, 2021 comme ça, était conçu un peu avant la sortie des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en condition maintenant de faire des traductions plutôt fiables, parfois, je dirais, mieux que certaines traductions offertes par des éditeurs qui ont confié des traductions de livres à des personnes qui ne connaissent ni l'une ni l'autre langue, ni la langue de partance, ni la langue d'arrivée de leur travail. Donc, il arrive de trouver des traductions qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Maintenant, déjà en 2023, on commence à voir qu'il y avait des systèmes qui proposaient des traductions beaucoup plus fiables, beaucoup mieux faites, qui demandent moins de travail pour la correction. Ça signifie, donc, lorsqu'on avait déjà déposé la demande de financement et qu'on avait été déjà financé, moi, j'ai proposé de dire on ne va pas faire l'effort de produire un texte en anglais en ayant seulement une autrice qui est de langue maternelle anglaise, et parce que ça n'est pas d'essence. Le livre va être publié aussi en version numérique, en accès ouvert, donc tout le monde peut prendre le texte, le mettre dans un système de traduction et le traduire dans n'importe quelle langue, y inclus le chinois. Donc, on a argumenté, on a expliqué pourquoi, la raison de ce choix, et la commission qui nous a évalués a accepté ce choix. Alors, ça, c'est important de le dire parce que pour les prochains projets, on pourra utiliser les mêmes arguments. Ça n'a pas de sens de continuer avec la vague fin XXe siècle. Tout le monde doit écrire et lire seulement en anglais. Ce n'est plus comme ça. Donc, on a publié ce livre et on a cherché avec Louis, parce que dans le projet, il y avait de faire un livre en accès ouvert, naturellement. Ça signifie plusieurs choses. On avait dit, on le fera, on peut le faire, si vous voulez, comme PDF et le mettre sur un site, c'est fini, c'est un accès ouvert, tout le monde peut le lire. Mais nous avons dit, c'est pas suffisant. Il faut penser que pour utiliser un livre aujourd'hui, il faut avoir un produit qui ait ses caractéristiques propres, soit dans sa forme papier, et ce sont des caractéristiques pensées pour le papier, soit dans sa forme numérique, et ce sont des caractéristiques différentes, parce qu'il faut, dans une certaine mesure, une certaine interactivité. Donc, Martha va vous proposer quelques exemples de qu'est-ce que c'est cette interactivité. Je dis tout de suite qu'on avait des contraintes de temps, et donc, il y a un problème que je déclare du livre, c'est que dans sa version numérique, les chapitres ont une interactivité très différente. Il y a des chapitres qui pratiquement n'ont presque pas d'interactivité. Seulement une interactivité très basique. Et d'autres qui ont une interactivité très développée.
La raison de ça a été qu'il était nécessaire de terminer le travail avant la fin du projet. Et donc, on n'a pas pu s'arrêter trop pour améliorer certains chapitres qui auraient pu être plus interactifs que ça. D'autre côté, la version papier, je trouve, est parfaitement satisfaisante parce que c'est un beau livre. On est arrivé à trouver un éditeur qui nous a demandé presque 8 fois, Louis, tu peux me corriger, je crois 8 fois moins qu'un éditeur, le premier éditeur qu'on avait contacté, qui était un éditeur français qui était spécialisé en édition interactive. Et cet éditeur a une grande expérience parce que est un éditeur italien basé à Palerme. C'était déjà bien parce que c'était la centrale du projet, qui a une grande expérience sur l'édition de livres scolaires. Et les livres scolaires, depuis un certain temps, sont déjà interactifs. Donc, cet éditeur a une rédaction interactive du numérique qui a une belle expérience. Et donc, ils ont travaillé très bien, très rapidement. Et aussi, comme pour les livres scolaires, il faut des belles photos en couleur, des images. Donc, il n'a pas eu aucun problème à imprimer, aussi sur papier, un livre que je n'hésite pas à définir beau. Il y a un problème, c'est qu'on a découvert après coup. C'est que l'Union européenne n'existe pas pour les maisons d'édition. C'est-à-dire que d'acheter le livre papier depuis la France est compliqué. Et que nous sommes efforcés pendant un an d'essayer de trouver la façon de rendre plus facilement, de mettre sur le marché français un livre français édité par un éditeur de Palerme, dans l'illusion que l'Union européenne mettait tous les éditeurs sur le même plan. Ce n'est pas vrai parce que les circuits de distribution sont complètement séparés. Même Amazon ne contient pas notre livre sur son site français, bien que moi, je lui ai écrit une dizaine de fois pour dire vous devez le rendre disponible. Mais il ne répond pas, et peut-être que c'est un algorithme qui gère tout ça. Et donc, si un Français veut l'acheter, il faut qu'il se connecte sur amazon.it, pas sur amazon.fr. Ce que, naturellement, importe aussi des frais d'expédition. Donc, moi, je me suis battu pour maintenir le prix à 25 €. Mais le Français qui l'achète depuis Amazon va le payer 33. Donc tout ça est un problème qu'on n'avait pas prévu de quelque façon. Donc tout ça pour dire les questions pratiques. Et je suis sûr que Martha et lui vont ajouter d'autres questions pratiques. Les questions scientifiques. Alors, le premier point, c'est qu'on a constaté que la plupart des jeunes qui se consacrent à des recherches d'histoire du droit, par exemple par le doctorat, au moins en Italie, se concentrent sur le XXe siècle. Et s'ils veulent faire de l'archéologie du droit, ils arrivent à la dernière partie du XIXe. Ok, questo è ciò che ho trovato su Donc on a pardon, mon téléphone s'est mis à parler. Donc, on a vraiment une histoire du droit sur la courte durée, je dirais. Non? Ce qui n'est pas extrêmement, je trouve, satisfaisant, même pour la culture juridique. Parce qu'aujourd'hui, le problème du droit d'aujourd'hui est exactement que le système qui s'est mis en place au 19e et qui a continué au 20e commence à collapser. Il n'y a plus cette centralité de l'État, il n'y a plus une centralité des droits de l'individu.
on écoute, on lit des économistes parler d'une façon croissante de néo-féodalisme de l'économie aujourd'hui. Un mouvement américain, mais désormais aussi européen, s'appelle No Kings, c'est-à-dire se bat contre une nouvelle forme, pour ainsi dire, monarchiste. La division des pouvoirs est en cause partout. On n'a plus cette idée constitutionnelle de cette division des pouvoirs. Et donc, on a plein de problèmes sur ça. Et donc, la perspective de courte durée, effectivement, aujourd'hui, ne satisfait pas. Donc, une histoire du droit qui ne fait que chercher des précédents de l'ordre juridique du capitalisme ou de la bourgeoisie est une histoire du droit qui ne répond pas au questionnement soit de l'économie politique, soit de l'économie, soit du droit du XXIe siècle. Donc, si on veut vraiment maintenir une fonction culturelle à l'histoire du droit dans la culture juridique, il faut revenir à cette longue durée du droit. Parce que aussi, je trouve que l'un des éléments les plus importants du droit et les plus fascinants, les plus passionnants de notre métier d'historien du droit, c'est que la temporalité du droit est une temporalité tout à fait particulière. On utilise aujourd'hui en droit des mots dont la signification a été établie 2500 ans, il y a 2500 ans. Et puis d'autres concepts qui se sont mis en place plus ou moins il y a 9 siècles, 8 siècles ou 7 siècles, non? Et ces concepts reviennent tous les temps. Et si on les regarde d'une façon historique, c'est-à-dire si on comprend l'origine, la raison politique, le contexte culturel, social de la naissance de certains concepts juridiques, on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de cette idée juridique, même aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il faut inciter les jeunes chercheurs à prendre au sérieux la longue durée de l'histoire du droit, et donc à être capable d'aborder les sources du Moyen-Âge, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus facile de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être en condition d'aborder, d'approcher ces sources, ces histoires qui sont en même temps connectées à notre expérience actuelle et dépaysantes parce qu'elles sont très loin de nous. C'est notre civilisation, mais c'est très loin de quelque façon. C'est tellement loin que parfois de lire les sources du droit du Moyen-Âge peut vraiment nous mettre en condition de comprendre d'une façon complètement différente et nouvelle le questionnement d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement une introduction. Il faut dire aux étudiants avancés, à jeunes chercheurs, ne paniquez pas. Ce n'est pas impossible de lire ces sources. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui vous repousse. Il peut très bien vous attirer de lire ces types de sources. Et cette approche directe aux sources du droit du Moyen-Âge a, à mon sens, un autre avantage absolument présent, je veux dire urgent aujourd'hui. C'est qu'une lecture directe des sources apprend l'esprit philologique, c'est-à-dire la doute systématique sur les récits de l'histoire qui sont, comment dire, qui ont été formés par les grands manuels, par les grandes histoires du droit qui ont été
naturellement écrites, publiées et répétées, et réimprimées. Je pense toujours à la fortune éditoriale d'un livre comme l'histoire du droit français de François-Olivier Martin, qui a été réimprimé pendant peut-être presque 70 ans. Donc, a continué d'être considéré comme l'évangile de l'histoire du droit français pendant presque un siècle. Et Olivier Martin, comme les autres grands historiens du droit qui ont écrit des grands livres, a fait son choix des sources, nous a montré les sources qu'il a choisies et n'a pas montré les sources qu'il a décidé de ne pas montrer. Il a lu les sources qu'il a sélectionnées avec ses yeux. Et donc, ce que les sources disent à un auteur comme lui, qui a son histoire, qui a eu ses convictions, aussi ses idées politiques, non? Ce n'est pas la même chose que les mêmes sources peuvent dire à la lecture de quelqu'un d'autre. Donc, si on arrête de paniquer, si on arrête d'avoir peur de relire les sources, parfois on retrouve dans ces sources des contenus que les auteurs avant nous n'avaient pas vus, ou n'avaient pas voulu voir ou su voir. Donc, l'approche directe aux sources devient aussi un moyen d'éducation intellectuelle des étudiants et des jeunes chercheurs. D'autant plus dans un temps comme aujourd'hui où la quantité d'histoires qu'on reçoit parmi nos téléphones portables ou parmi notre accès aux réseaux sociaux est une quantité beaucoup plus grande qu'avant. Ce n'est pas question seulement de lire des livres, des manuels, mais c'est de recevoir tout le temps des interprétations de la réalité qui devraient comporter une attitude permanente de doute et une volonté de vérification sur les sources. Ça, c'est ce que je appelle un esprit philologique. D'enseigner la philologie, c'est aujourd'hui aussi important pour faire croître une attitude critique par rapport aux informations qu'on reçoit. Donc, pour avoir cette attitude critique, est indispensable une introduction aux sources. Ce livre veut introduire aux sources. Pour le faire, il adopte un point de vue qu'on peut appeler histoire de la matérialité. C'est-à-dire, on part de l'idée que les idées n'existent pas si elles ne sont pas confiées à des textes. Donc, ce qu'on avait appelé histoire de la pensée juridique ne se fait pas si on ne le fait à travers les textes qui ont incorporé ce que les auteurs appellent la pensée juridique. Mais la pensée elle-même, elle n'a pas existé dans l'histoire, sinon parce qu'elle était confiée à des pages qui sont un parchemin, un papier, maintenant qui sont des pages électroniques, mais en tout cas qui sont des pages. Et là, cette histoire des pages du droit est l'histoire que nous avons choisi de raconter dans ce livre en la divisant dans des catégories, des grandes catégories. On a abordé les pages qui contiennent, par exemple, les législations particulières, les nouveaux pouvoirs qui se mettent en place au Moyen-Âge et qui produisent des textes qui sont des textes normatifs, des nouvelles lois qui sont promulguées dans des institutions, dans des contextes politiques qui n'existaient pas avant et qui ont leurs histoires, mais dans le droit, nous pouvons connaître seulement à travers les textes, les pages, la matérialité, la diffusion. Cette histoire matérielle
se détache un peu de l'histoire littéraire du droit. L'histoire littéraire était cette histoire qui se préoccupe particulièrement des auteurs. L'histoire littéraire, c'est une histoire, c'est une galerie d'images d'auteurs avec les textes que ces auteurs ont écrits. Et très souvent, on imagine faussement, je crois, que tout auteur avait lu les autres auteurs. Parfois, les historiens du droit ou les historiens de la philosophie, encore pire que les historiens du droit, postulent l'impossible, c'est-à-dire que Aristote s'est trompé parce qu'il n'avait pas compris Hegel, par exemple. Il y a ce dialogue entre les portraits de la pinacothèque des auteurs, non, qui se parlent pendant la nuit et se confrontent sur les idées philosophiques. Non. Et alors, l'histoire matérielle des textes n'est pas ça, parce que l'histoire matérielle des textes comprend aussi la fruition sociale, l'utilisation sociale des textes, c'est-à-dire le côté des lecteurs. Alors, de travailler sur les pages qui contiennent des textes juridiques avec une attitude d'historien comporte inévitablement de regarder quel est le destin des textes. Qui sont ces lecteurs? Qui sont les lecteurs qui ont la capacité de changer les textes, de les réutiliser, de les réemployer pour d'autres emplois? Quelles sont les utilisations de ces textes dans la pratique aussi? Donc, quelle est la véritable histoire, dans le sens de ce qui s'est passé autour du phénomène juridique? Alors, c'est pour ça qu'on a divisé, on a fait une introduction sur paléographie, codicologie. Si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement la structure du texte dans sa version numérique. Une première partie qui est consacrée à des savoirs préliminaires pour approcher les textes du droit. Donc, de la codicologie, paléographie, et les sources, les outils numériques qu'on peut employer dans la lecture des sources, la typologie aussi. Et puis, il y a trois parties, la deuxième, la troisième et la quatrième, sur trois grandes volets de la production textuelle du droit. Les ouvrages du jus commune, c'est-à-dire les ouvrages issus par les écoles de droit qui ont formé, ont créé des outils de base. Après la production de législation des nouveaux pouvoirs, c'est un choix naturellement, hein, on n'a pas le propos d'être exhaustif, de couvrir toutes les formes de la littérature juridique. Et finalement, la quatrième partie est sur la pratique, comment la pratique met en pratique tout ce patrimoine de textes. Alors, je vais dire une dernière chose sur le premier volet, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon introduction, mon texte introductif sur ce que sont les sources avant de terminer. Et puis, je suis sûr que Martha et Louis vont ajouter des choses sur la structure du livre. Alors, cette question de la fonction sociale du texte. Alors, je crois qu'il faut partir des écrits de la littérature du jus commune, c'est-à-dire de la littérature qui s'est formée pour l'interprétation des grands ouvrages du corpus du droit civil de Justinien et du corpus du droit canonique, parce que c'est autour de ce texte qui se forme le groupe social des intellectuels qui sont en condition de faire fonctionner toute la machine du droit, c'est-à-dire le groupe des juristes. Qu'est-ce qu'ils sont les juristes?
j'ai essayé d'appliquer à ce phénomène qui on peut dater entre 1130 et 1230 la méthodologie ou l'interprétation proposée par Brian Stock sur les communautés textuelles. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que autour de quelques années, je dirais 20, 30, 40 années, se met en place un groupe social de personnes qui sont en condition soit d'écrire des textes sur le droit, en utilisant des codifications du texte qui sont propres à la littérature juridique, en utilisant des abréviations, des distinctions, des façons d'interpréter. En même temps, il faut considérer que ces auteurs, qui sont ceux qui sont en condition d'écrire des grands textes, ne sont pas les seuls composants de la communauté, parce qu'il y a les lecteurs. Les lecteurs peuvent être des lecteurs à des différents niveaux. Il y a des lecteurs qui sont en condition de lire soit les textes des grandes compilations, soit les commentaires qui sont écrits, et qui sont en condition même d'écrire des petits textes qui sont utiles dans leur propre cercle de travail. Donc, il y a des auteurs mineurs, très souvent anonymes, qui ne sont pas seulement des lecteurs, mais sont des lecteurs qui font du remploi du texte, qui le vulgarisent pour leur milieu. Puis, il y a d'autres lecteurs qui sont ceux qui se contentent de lire et de comprendre et qui sont des praticiens dont le Moyen-Âge est vraiment plein, et on trouve souvent que ces praticiens sont en condition de réemployer les concepts qu'ils ont lus dans la littérature juridique dans leur activité pratique. Par exemple, on trouve un avocat au début du XIVe siècle qui propose d'attaquer une loi royale de Naples parce qu'elle n'avait pas prévu le droit de défense des accusés dans un certain milieu où il y avait une criminalité très forte. Donc, le roi avait décidé de donner aux magistrats le pouvoir d'emprisonner sans procès et sans défense. Et pour défendre en effet, les voleurs, les tueurs, les criminels du lieu, il est préservé une consultation d'un juriste très obscur, mais cette consultation utilise des ouvrages de littérature juridique pour en tirer des principes. Et le principe, c'est même le diable a droit d'être défendu. Et donc, le roi n'a pas le droit d'enlever ce droit à qui que ce soit. Donc, on a une utilisation de lecteurs qui sont des lecteurs qui sont professionnels du droit et qui, pour être des bons avocats, doivent avoir lu des textes. Et puis, il faut considérer le public. C'est comme dans la musique. Dans la musique, vous avez des auteurs qui écrivent des très belles musiques. Puis, vous avez des exécuteurs qui peuvent lire et interpréter. Et puis, vous avez d'autres personnes qui ne peuvent pas lire, mais qui peuvent écouter. Et là, le public, c'est la société. La société devient une société juridique parce que cette communauté textuelle des juristes sont en condition de jouer la musique du droit. Et donc, d'une façon totalement passive, il y a des masses de membres de cette communauté juridique qui sont à leur niveau aussi impliqués dans cette communauté. Donc, c'est cette vision que j'ai essayé de proposer pour expliquer comment on peut tenir ensemble les trois volets
de la littérature proprement juridique, de la législation, de la nouvelle législation, donc de la distinction des différents systèmes législatifs dans des différents milieux politiques, et finalement aussi de la mise en pratique du droit dans les documents privés ou dans les documents publics, dans la documentation en général, donc dans ce qui reste de la civilisation médiévale pour les chercheurs aussi, qui ne sont pas juristes, mais sont historiens, qui ne peuvent pas se passer de la présence du droit dans la société médiévale. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était passionnant de vous écouter et ça me fait directement penser au combat qu'on vient de mener à Nanterre pour préparer les maquettes de cours des 4 années qui viennent. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a un cours d'histoire des sources du droit qui se trouve maintenu. Et je serais ravie d'utiliser ce manuel parce que je suis très sensible à ce que vous nous dites, de proposer aux étudiants l'accès aux sources et de leur montrer et de les exploiter ensemble. Et quand on n'est pas spécialiste de droit médiéval, eh bien, je crois que ce livre va nous aider, nous, historiens du droit, dans nos enseignements pour faire partager aux étudiants justement le temps long que vous évoquiez. On va garder nos questions pour plus tard parce que je pense que c'est important d'enchaîner avec la structure du livre et sa version numérique. Et donc, Martha, j'ai cru comprendre que c'était vous qui alliez nous parler de ce point spécifique. Bonsoir et merci beaucoup. Mon exposé se concentre sur les aspects liés à la réalisation et aussi à l'utilisation du manuel. Et je vous parlerai des caractéristiques interactives de la version numérique, de la structure. Et donc, je voudrais commencer avec une brève réflexion sur à la manière dont on peut aujourd'hui, on doit aujourd'hui enseigner l'histoire du droit. Et je pense surtout à les étudiants de la faculté de droit. Dans les cadres de cours ordinaires d'histoire du droit, l'introduction d'outils pédagogiques innovants, je pense qu'est aujourd'hui très important. Et traditionnellement, l'enseignement de cette discipline repose sur l'utilisation du manuel papier et sur les cours magistrales avec l'objectif de transmettre aux étudiants une connaissance théorique et dogmatique très solide sur l'évolution historique des systèmes juridiques. Bon, cette approche est aujourd'hui de moins en moins adaptée au contexte actuel, marqué par une transformation profonde des modes d'accès au savoir. Et en effet, les étudiants sont aujourd'hui totalement immergés dans un environnement numérique et ils utilisent quotidiennement des outils technologiques pour s'informer, communiquer et aussi pour apprendre. Et donc, il devient difficile de justifier le maintien d'un modèle d'enseignement exclusivement traditionnel et qui n'exploite pas les possibilités offertes par les technologies, notamment en termes de rapidité, et accessibilité et aussi d'organisation des contenus. Donc, il devient nécessaire de repenser, et au moins en partie, les outils pédagogiques afin qu'ils correspondent mieux aux habitudes des étudiants d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas seulement ma pensée, mais c'est la pensée partagée par les membres du projet Fontes.
Et donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit l'idéation, la réalisation et aussi l'adoption de cette manuel numérique d'histoire de droit. Et ces manuels conservent la structure et la rigueur du manuel traditionnel, tout en permettant une utilisation plus immédiate. Et contrairement au manuel papier, les formats numériques permet, comme Emmanuel a déjà dit, une consultation plus rapide, une meilleure organisation des sources, des ressources surtout, et un accès plus facile, plus pratique aux ressources multimédiales. Et même si tous les manuels n'est pas forcément interactif, il favorise une approche plus dynamique de l'apprentissage, plus proche des pratiques des étudiants. Et au cours des derniers semestres, j'ai utilisé pour la première fois les manuels Lire les droits du Moyen Âge. Et cela a représenté un double défi pour moi. D'une part, proposer aux étudiantes une approche de la matière moins théorique et plus concrète que celle des manuels traditionnels. Et d'autre part, les initier de manière introductive aux outils indispensables pour les historiens de droit, donc la paléographie, la codicologie, quelque chose à propos de la diplomatique, etc. Les résultats, bon, sûrement a été positif parce que les étudiants ont montré une intérêt, on peut dire. Mais cette année a été la première fois, donc on va continuer. Et je voudrais partager mon écran. Voilà. Et donc, ces retours aux sources du droit médiéval, comme Emmanuel a dit, associé à l'usage des humanités numériques, est essentiel pour comprendre la structure du livre. Le livre est écrit par nombreux auteurs qui ont contribué à faire de ce livre un manuel tenant compte de la multiplicité des idées et aussi des formations des historiens de droit, juristes, etc. Et les choix des collègues ayant participé à la rédaction du volume s'inscrivent dans la participation aux différentes activités qui nous ont engagés au cours du projet Fontes. Donc enseignement aux étudiants, formation des doctorants et surtout discussion sur la fonction de l'histoire du droit aujourd'hui pour la didactique et pour la ressource. L'un des points sur lesquels nous nous sommes concentrés dès le début est la centralité du texte et du texte juridique. C'est pourquoi, en regardant les manuels, on trouve un large espace consacré à des disciplines telles que la paléographie, la codicologie, la diplomatique. Et un aspect que je trouve personnellement très intéressant et qui a été affronté par Emmanuel est le choix de rééquilibrer l'intérêt de l'historien de droit médiéval, non plus seulement au profit de l'expérience communale, ce qui nous a mené à considérer les expériences monarchiques comme des exceptions pendant le Moyen Âge, mais de montrer comment le rapport entre les droits et les pouvoirs présentait déjà au Moyen Âge des déclinations multiples.
Donc, je fais référence à la troisième partie du manuel. Et il y a, comme on a déjà écouté, une introduction qui définit ce qu'une source juridique, mais je voudrais dire quelque chose à propos de la super première partie, la présentation, qui est la présentation générale du projet Fontes, comme on peut voir, mais la partie la plus intéressante concerne la présence de liens actifs directement vers le site internet Fontes, comme a dit Emanuele. Voilà. Et sur le site, on peut consulter, utiliser beaucoup de choses qui sont très utiles, très pratiques, surtout pour des chercheurs. Pas moins pour les étudiants. Ici, dans la section Tool, on peut consulter nombreux glossaires, dictionnaires, etc. Ouais. Voilà. Donc, il y a la première partie du livre, théorie, typologie et matérialité du droit, et qui met en relation deux aspects, la théorie du droit et sa dimension matérielle au Moyen Âge. Donc, les sources juridiques sont envisagées à la fois comme des textes produisant des normes abstraites et comme des documents concrets et des véritables objets historiques. Et pour les étudier, il est nécessaire d'utiliser des disciplines comme la codicologie, voilà le chapitre de Johanna Franska, ou aussi la paléographie et la paléographie juridique, qui permet aussi de mieux comprendre le contexte des productions. Et cela rend l'étude plus complexe, mais aussi plus riche. Et les outils numériques sont efficaces pour s'y orienter. Ici, il y a la deuxième partie qui constitue le cœur du livre. Elle s'appelle Ius Commune, les sources et la doctrine. Et elle est consacrée aux textes juridiques doctrinaux à la base du Ius Commune. Les premiers chapitres présentent le développement du droit canonique et du droit romain au Moyen Âge, en fournissant aussi des outils pratiques pour en faciliter l'étude. Ensuite, le livre analyse différentes pratiques comme l'usage des summes et des commentaires, le développement de la casuistique, le rôle de Libri Feodorum et l'importance des sources rhétoriques. Ces pratiques ont joué un rôle important dans la formation des pouvoirs politiques, comme déjà dit, et en Europe à partir du deuxième siècle. Et sur cette base, les autorités politiques ont commencé à produire des nouveaux textes législatifs pour renforcer les pouvoirs. Et donc, la troisième partie présente plusieurs études dans différents contextes européens, comme la France, les royaumes de Sicile, la péninsule ibérique, la Pologne et enfin les communes italiennes. Les liens entre théorie et pratique se retrouvent aussi dans la quatrième
partie qui s'appelle Pratique du droit et droit en pratique, qui s'intéresse aux activités concrètes des juristes et des scribes médiévaux. On y analyse par exemple le fonctionnement de la justice, la nature des textes juridiques et l'usage de la rhétorique. L'objectif est de dépasser une vision purement théorique du droit et pour le replacer dans la réalité sociale. Le livre est conçu pour une lecture active et donc chaque article contient des liens vers des ressources en ligne, comme des images de manuscrits, et ce qui aide à mieux comprendre et vérifier les contenus. Le format numérique permet aussi de naviguer facilement entre les articles et de comparer différents points de vue. Enfin, presque tous les chapitres se concluent par une section intitulée Pour faire le point, avec des exercices sans correction. Et ces exercices encouragent une participation active et aident à retenir les idées principales. Parfois, des exercices sont aussi intégrés directement dans les textes. Et maintenant, je voudrais montrer concrètement comment fonctionne un chapitre interactif et combien de possibilités il peut offrir. Voilà, cet exemple, c'est les chapitres qu'Anna Floris et moi avons écrits sur la paléographie juridique. La première partie du chapitre présente une approche théorique et historique et on introduit les manuels et les textes des références de la discipline et voilà, des diplomatiques, paléographia greca, et en cliquant sur le titre, des diplomatiques, on accède directement à la version consultable en ligne du livre. Et il y a ensuite, voilà, les mots de la paléographie. On a une section consacrée à la terminologie. On l'en trouve à la fin. Les liens pour le site de l'Institut de recherche et d'histoire de texte, et qui est très utile pour approfondir le thème de la terminologie et pas seulement la terminologie. Et puis, on a une brève partie dédiée aux abréviations les plus fréquentes et les plus importantes. Et puis, une sélection d'écritures accompagnées d'images et d'appareils graphiques qui sont consultables et exploitables et sont très utiles aux étudiants comme aux chercheurs. Voilà un autre exemple. La minuscule Caroline. Et bon, ici, il y a la deuxième partie du chapitre qui est centrée sur la paléographie juridique. Ici, on trouve de liens vers du matériel bibliographique, comme voilà cet article de Émile Zekel. Mais la part la plus intéressante et la plus utile concerne le renvoi pratique et direct
et vers d'autres sections du manuel qui traitent du même sujet et même de manière incidente. Par exemple, ici, il y a, on parle de la diffusion du système des patchs et si on clique ici, on va à la part du chapitre de Joanna Franska sur la codicologie qui parle du système de pêche. Et en arrivant à la fin du chapitre, ici on parle des allégations, etc., à la fin du chapitre, on trouve voilà, la session pour faire les points qui contient des exercices à la fois plus théoriques, mais surtout orientés à la pratique. Et on peut voir les exercices numéro 3, 4, qui sont dédiés à la résolution des allégations présentées dans l'image, qu'on peut lire comme ça. Enfin, il convient de dire quelque chose sur la bibliographie. Chaque chapitre a une partie essentielle mais complète dédiée à la bibliographie. Et naturellement, la session de la bibliographie est enrichie des liens vers des versions online Cydia, ovviamente. Ok. Bon, merci. Et maintenant, je passe la parole. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir. Je suis désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. J'étais en cours. En fait, je suis resté dans ma salle de cours, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho. Merci, chers collègues, de cette proposition de présentation du manuel. Ça nous fait vraiment, je pense, plaisir. Et voilà. Alors moi, d'abord, je voulais remercier Emanuele et Martha, et notamment Martha pour sa belle présentation détaillée du livre. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que vous vous rendez compte de la construction du livre et puis de son potentiel d'interactivité. Je voulais aussi passer le bonjour à Paolo Napoli, qui est présent parmi nous et qui est l'un des auteurs du livre, et donc qui nous a donné un très bel article, qui figure dans la partie introductive. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est un tout petit. Je vais pas parler longtemps parce que là, il est déjà 6h10 et j'aimerais vraiment qu'on discute avec vous parce que je pense que c'est le principal. Je vais parler une petite dizaine de minutes, je pense, pour qu'on discute. Après, vous me dites, sinon je pourrais reprendre la parole sur d'autres choses. Mais en fait, Emanuele a à juste titre parlé de la collaboration entre historiens du droit et historiens, et notamment historiens médiévistes. Et c'est effectivement, à titre personnel, c'est un programme qui a été très enrichissant pour mes propres recherches sur les pratiques de l'écrit, et notamment, comme vous l'avez dit, Ninon Maillard, sur la question des stratégies documentaires du pouvoir. Alors, je vais essayer de revenir un peu sur ces éléments-là. D'abord, pour vous dire quelques éléments comme ça qui me sont venus aussi à vous écouter. D'abord, la première chose, c'est que je pense que ces réflexions entre, disons, histoire du droit attentive à la matérialité et histoire, disons, attentive aussi justement à ces formes, disons, de juridiques et aussi de leur activation sociale, en fait, me paraissent vraiment, cette relation me paraît vraiment un élément central d'un programme de recherche qui vient tout juste de débuter, d'un projet de recherche qui vient tout juste de débuter ici à Paris 1 sur la question, en fait, de l'affirmation et de l'émancipation communale au Moyen-Âge central et son rapport avec la réforme de l'Église, qui sont en fait deux problématiques historiographiques et historiques qui ont été pendant assez longtemps, disons, séparées en histoire du Moyen-Âge central. Je fais notamment référence aux travaux de Chris Wickham, en fait, sur son ouvrage sur les somnambules, en fait, qui explique en fait l'émergence du mouvement communal
par le biais du somnambulisme, et je vais pas revenir sur cette notion aujourd'hui, mais en fait, il fait un peu abstraction de l'Église, en fait, et notamment dans l'Église du droit, et du droit canonique, et aussi du droit canonique qui s'est aussi servi du droit romain, en fait. Et donc, je trouve que c'est vraiment, enfin, on se situe, il me semble là, dans ces années 2020, dans vraiment un moment intense de réflexion entre historiens, disons, du Moyen-Âge central, sensible aux pratiques documentaires, et historiens du droit. Hier, lors de la journée de lancement du projet, Corinne Leveleux, qui est aussi une autrice du manuel, qui était présente aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit panorama des possibilités et de l'horizon des possibles, en fait, qui commence à vraiment se dessiner entre historiens et historiens du droit autour de ces pratiques. Un autre exemple, avant de passer à mon propos plus en détail, mais un autre exemple qui me semble aussi intéressant, pour vous donner aussi quelques éléments, c'est une réflexion qu'on pourrait aussi mener autour de la question d'ordo, par exemple. On a commencé un peu à y réfléchir avec Emanuele, mais la question de l'ordo juridique, évidemment, mais aussi de l'ordo au sens de mise en ordre documentaire, mais qui aussi implique d'autres travaux, par exemple en histoire des pratiques liturgiques, sur la question du calendrier des offices, mais aussi sur la question de l'ordre littéraire. Je viens d'un laboratoire, pas de l'Université de Paris 1, mais de Versailles-Saint-Quentin, qui est le laboratoire d'IPAC, qui est particulièrement sensible en fait au travail entre historiens et historiens du littéraire, et notamment une de nos collègues, Anne Rochebouet, qui travaille beaucoup sur cette question d'ordre littéraire en fait. Et donc, je trouve que cette réflexion conjointe d'histoire entre historiens et historiens du droit permet aussi de réinterroger d'autres frontières, parfois, il me semble, un peu trop rigides entre nos disciplines, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir une vraie démarche interdisciplinaire pour essayer de réfléchir sous un jour nouveau à des concepts, en fait, qu'on pratique dans nos disciplines, mais qui sont, je pense, aussi intéressants à ouvrir à d'autres traditions. Bref. Ce que je me propose de faire très rapidement avec vous aujourd'hui, c'est justement, en fait, de présenter les quelques réflexions qui me sont venues au contact, en fait, du travail avec Marta, Beatrice, et Emanuele et Paolo, notamment dans ce programme donc Fontes, et comment j'ai essayé d'appliquer ça, en fait, à mes propres travaux. Et notamment, ça m'a permis de remettre en question cette interaction entre droit savant, disons romano-canonique, et aussi quelques écrits de la doctrine quand même, et écrits pratiques. C'est-à-dire qu'il m'a semblé d'une part que le vocabulaire, en fait, l'utilisation du vocabulaire juridique et des principes savants, en fait, innerve, voire inonde, en fait, les écrits de la pratique, qui, au Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge central, et notamment de cette fameuse révolution documentaire du Moyen-Âge central. Et en fait, d'autre part, on retrouve en fait des extraits, parfois des extraits de compilation de textes législatifs, mais aussi d'écrits de recueils, enfin d'écrits pratiques dans des recueils. Et je trouvais ça vraiment intéressant de reposer cette question en fait de la mobilisation conjointe du droit savant et des écrits pratiques, justement dans cette idée de stratégie documentaire pour défendre les droits des communautés monastiques qui sont directement ma spécialité, comme des communautés urbaines. Et on en revient en fait au projet de recherche dont je vous ai parlé. Et en fait, j'ai établi à partir de ça deux profils. En fait, le premier, c'est un profil qui est relativement bien connu dans l'historiographie, qui s'intéresse en fait à la mobilisation du vocabulaire et de la terminologie en fait dans les actes de la pratique du vocabulaire juridique. Alors, on pourrait faire référence à plein de concepts, mais je trouvais ça vraiment intéressant de revenir sur ces questions-là, notamment, par exemple, si on prend les travaux de Florent Garnier, qui est aussi un auteur du manuel, sur la terminologie romaine des statuts des métiers à Toulouse, par exemple, au XIIIe siècle, qui se fonde vraiment sur une terminologie d'inspiration du droit romain, ordinatio, on revient à la question d'ordre, constitutio, stabilimentum, statutum, en fait, et c'est intéressant en fait de regarder toute cette question de vocabulaire, d'autant plus dans des contextes, notamment au sud de la France, mais aussi évidemment en Italie, un peu au nord de la France, mais c'est un peu plus discret au Moyen-Âge central, sur en fait ce milieu, en fait, ce climat, ce contexte particulièrement fécond à cette diffusion du droit romain. On peut prendre un autre exemple, en Rouergue médiévale, au moment où les vicomtes du petit village de Saint-Antonin-Nobleval dotent en fait leur maison, la maison du Viguier, d'une statue
de Justinien et de ses institutes. C'est pile à ce moment, on est dans la seconde moitié du XIIe siècle, où le juriste Raoul de Saint-Gilles produit son Locodie, cette augmentation en langue vernaculaire du code de Justinien. Donc on est vraiment dans ce contexte-là vous voyez, de forte porosité entre pratique d'écriture et puis aussi pratique architecturale et aussi pratique liturgique. On pourrait venir aussi sur d'autres contextes et évidemment mobilisation de la science juridique. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est, et ça c'est plus proche de mes travaux, c'est la question de la compilation, c'est-à-dire de la compilation des écrits à la fois juridiques et des écrits pratiques pour la défense des droits. Et elle donne lieu à des profils très variés, c'est le second profil dont je voulais vous parler, et elle donne lieu vraiment à des types de documents très, très variés et à des situations variées. Je pense la première, c'est vraiment des institutions, qu'elles soient communales, qu'elles soient ecclésiastiques, je pense à un chapitre cathédral, je pense à une communauté monastique, qui, à un moment donné de leur histoire, se disent « je vais produire des écrits pratiques sous la forme de livres, sous la forme de codices, en fait, et en même temps, je vais me doter aussi d'écrits juridiques. » Et on observe ça, en fait, c'est des choses qui sont bien connues ponctuellement, mais on n'a pas encore de vision d'ampleur, en fait, de cette manifestation qui me semble particulièrement pertinente, puisqu'on voit très bien comment le droit, à ce moment-là, le droit savant, est embarqué dans un même processus que cette production d'écrits pratiques pour la défense des droits. Je pense par exemple un exemple dont je parle pas, il me semble pas dans le manuel, mais qui m'a été, que j'ai pu développer ces derniers temps, qui est celui de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, qui en fait, dans la seconde moitié du XIIe siècle, se dote d'un cartulaire, mais aussi d'une vita, donc d'un récit hagiographique, mais aussi d'une chronique, d'un récit historique, et en même temps apparaissent dans les fonds du monastère un exemplaire de la Panormia d'Yves de Chartres. Donc un recueil évidemment que vous connaissez, un canonique, cette version abrégée simplifiée du Decretum, qui pouvait en fait donner, de son Decretum évidemment, qui pouvait donner un usage plus pratique pour les clercs et les juristes, qui pouvaient directement leur servir aussi, pourquoi pas pour la défense de leur dominium à un moment donné de leur histoire, où effectivement cette communauté est mise à mal, par cette ancienne communauté bénédictine de Saint-Aubin d'Angers, est mise à mal par l'arrivée d'ordre, d'un mouvement érémitique qui fait vraiment, qui connaît un grand succès, je pense à Fontevraud notamment, et donc qui pousse ces anciennes communautés bénédictines à se servir du droit et à l'activer concrètement au sein d'autres stratégies d'écriture. Et puis enfin, un dernier profil qui est celui, en fait, toujours dans cette idée de compilation, au sein d'un même manuscrit, on retrouve des extraits sous la forme brute ou glosée de droit savant, de droit romain, de droit canonique et des écrits pratiques. Et ça aussi, c'est intéressant puisque et puis aussi des écrits historiques, des écrits hagiographiques qui montrent en fait une capacité des scribes à mobiliser l'écrit, en fait, sous des formes particulièrement variées, qu'on a trop tendance dans l'historiographie à cloisonner, en disant, voilà, il y a un hagiographe, il y a un cartulariste. En réalité, comme Emmanuel l'a dit, on parle de communautés textuelles, de gens qui parlent, qui ont le même fond de jeu, en fait, qui parlent une langue un peu commune et qui savent, en fait, mobiliser très bien, à un moment donné, l'avis de leur établissement, une chronique, parfois des actes, parfois des faux, par exemple, des faux qui leur servent à fictionnaliser, en fait, l'histoire de leur institution, à fictionnaliser cette fiction aussi a trait avec la fiction juridique. Là, je fais référence à l'ouvrage de Paul Bertrand qui est récemment sorti, qui s'appelle Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge, et qui parle véritablement de cette fictionnalisation du réel et qui repense, en fait, c'est une séquence fondamentale de l'histoire du Moyen-Âge central qu'on a beaucoup pensé comme une sorte de recul de l'écrit, mais en fait, c'est à ce moment-là que les médiévaux prennent conscience que raconter des histoires, que ça soit par une histoire, par une hagiographie, ou même par la mobilisation de la science, pourquoi pas juridique, et ça sert, en fait, à faire valoir les droits des communautés. Et du coup, c'est ça qui peut expliquer ensuite l'explosion documentaire qui advient au XIIe et au XIIIe siècle. Et dans des contextes documentaires, on rencontre vraiment une sorte de forte porosité, de très forte porosité dans ce type d'écrit. Il m'a été donné au cours de mes recherches d'observer ça dans le cas d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où les moines prennent conscience à la fin du XIIe siècle que rédiger, transcrire, copier un extrait du code de Justinien brut leur sert à un moment donné, je rentre pas dans les détails pour laisser du temps à la discussion, mais à défendre leurs droits. Par la mention en fait d'un extrait qui porte sur le droit de propriété et sur l'appel en fait aux véritables propriétaires du bien pour que les moines puissent mieux se défendre,
pour des cas en fait d'appropriation de leur maison par certains de leurs censitaires et vassaux qui agissaient comme des vrais propriétaires, qui avaient le dominium directum et non pas le dominium utilé. En fait, ils l'avaient, mais ils faisaient comme si c'était des vrais propriétaires du bien. Donc au final, j'ai retiré effectivement c'est un peu une sorte de retour après expérience que je vous donne là, mais une sorte vraiment de retour d'expérience vraiment, disons, plein d'espérance et de positivité vis-à-vis de ce travail avec les juristes. Et il me semble que ça ouvre des voies particulièrement fécondes pour continuer à travailler avec les historiens, du point de vue des historiens, encore une fois, hein, les historiens et historiennes du droit, mais aussi à, dans la mesure du possible, amplifier ce genre de collaboration et avec les historiens du littéraire, avec les historiens spécialisés, avec les littéraires en fait tout simplement, avec les historiens et historiennes spécialisés dans, disons, les pratiques liturgiques, dans la géographie, etc., pour nous permettre en fait de resituer toutes ces pratiques dans des vastes continua d'écriture qui me semblent coller davantage au mieux à la réalité de ce que c'était que l'écrit pour les médiévaux, alors que l'érudition en fait moderne, à partir Martha parlait tout à l'heure de Mabillon et du De Re Diplomatica, c'est le début en fait de cette manière de compartimenter les écrits, les types, les disciplines. Et il me semble que dans un temps où en fait on a un usage nous-mêmes du numérique qui est particulièrement florissant, on va écrire des mails, on va écrire des tableurs, des mémoires, etc. On a un usage nous-mêmes très divers de l'écrit au sens numérique du terme. Il me semble que c'est important de repenser ça aussi dans cette perspective d'un point de vue, disons, de l'histoire du Moyen-Âge. Donc voilà, j'espère que tout ce qu'on vous a dit permettra d'ouvrir la discussion et puis voilà, on peut discuter. Merci beaucoup à vous trois. C'était passionnant de vous écouter sur ce projet et puis ce retour aussi de l'utilité d'un tel projet, de l'utilité de ces dialogues entre les disciplines. Je vais débuter les questions, mais n'hésitez pas, pour ceux qui sont connectés, à vous signaler soit par le chat, soit par la petite main que vous voyez en bas de votre écran, et je vous céderai la parole sans souci. Ma question, donc on a vu dans ce projet, il y a un enjeu des mots qui est fort, hein, des retours aux sources, et il est double puisqu'il y a cet enjeu pédagogique aussi de choisir aussi les bons mots pour que ces sources soient accessibles. Et donc ma question, elle est sur tout à l'heure dans la présentation de l'un de vous, il était question des étudiants, mais aussi des chercheurs. Comment on choisit, quel était le public initial qui était visé, qui était ciblé? Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du projet? Voilà, qui était en premier lieu destiné cet ouvrage numérique et si tant est que ça a évolué? Si je peux répondre à ça. Je crois que soit Beatrice Pasciuta qui a dirigé le projet, soit moi, nous partageons une formation mixte de historiens et historiens du droit. Et donc, nous avons pensé dès le début donc on s'est consacré à l'histoire du droit parce qu'on était intéressé à l'histoire, en effet. Et pour moi, personnellement, l'histoire du droit, c'était la seule façon de comprendre l'histoire, en effet. Et donc, j'ai pensé dès le début que cette coopération, cette union entre des savants qui s'occupent soit du droit, soit de l'histoire, de la société, c'est absolument importante pour comprendre soit le droit, soit l'histoire. Donc, je crois que le public était un public qui était d'historiens et d'historiens du droit à partir de la conception du projet. Même si on rencontre normalement encore des difficultés à faire comprendre aux historiens que le droit existe dans la société et que ce n'est pas une surstructure. Donc, j'ai l'impression que cette idée de confiner le droit au royaume des idées qui n'ont pas de réalité se soit mise en place, surtout
vers les années 70. Et que depuis les années 70, des approches qui sont à la fois sociologiques, anthropologiques et historiques ont essayé d'évacuer la dimension juridique de la description de la société. Ce que, à mon sens, n'aide pas à comprendre les sociétés. C'est comme, je pensais à cette métaphore de la musique. Si quelqu'un va écouter un concert, il ne sait pas quelle est l'harmonie, quelles sont les études qui ont fait les compositeurs de la musique, et quels sont les efforts des interprètes de la jouer d'une certaine façon. Mais en sortant du concert, peut-être que les écouteurs continuent de chanter les mélodies qu'ils ont écoutées. Ils ne savent pas pourquoi, mais ce sont des choses que leur appartiennent, non? Et c'est la même chose. Donc, lorsqu'on pense à une société, et la société se conforme sur des concepts juridiques dont on ne connaît pas très bien les structures, les origines, les raisons normatives, mais on sait que si on est locataire, on n'est pas propriétaire. Et ce n'est pas une question exclusivement théorique et juridique, non? C'est une question aussi sociale. Et les luttes sociales, les confrontements, les frictions sociales dans l'histoire occidentale est naturellement percutées continuellement, ont très souvent des buts juridiques, donc de changer une loi, d'empêcher l'adoption d'une loi, de protester contre l'application de certaines lois, de demander d'observer la Constitution et non pas des pratiques qu'on met en place. Toutes sont des questions juridiques dont le grand public fait usage d'une façon un peu comme des écouteurs de concert. Ils ne savent pas comment ça a été construit, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on veut comprendre quel est le rôle joué par la musique dans la société, il faut connaître aussi comment la musique est créée, comment est jouée, comment est interprétée. Et donc, il faut la connaître. Donc, c'est vraiment étonnant que un certain nombre d'historiens refusent de comprendre comment tout ça se met en place et quelle est la réalité historique de cette dimension qui est aussi importante dans les sociétés occidentales. Martha ou Louis, est-ce que vous voulez compléter avant que je laisse la parole à Paoline Apoli? Oui, seulement une petite chose à propos de l'utilisation du manuel pour les étudiants. Le manuel peut être utilisé à différents niveaux de spécialisation. Et il est aussi pensé, comme Emmanuel a déjà dit, et aussi pour des personnes qui ont une formation juridique. Et les étudiants en Italie commencent à étudier l'histoire du droit plus ou moins à la moyenne du parcours d'études. Donc, ils ont une formation plutôt forte en droit, conçue comme norme abstraite, etc. Mais la plupart des étudiants n'a pas aucune connaissance de paléographie, histoire histoire. Et si on a chance, il y a des étudiants qui ont une connaissance scolaire du latin, qui n'est pas nécessaire aujourd'hui pour faire l'historien du droit médiéval, selon moi. Et c'est pas mal connaître le latin, mais c'est pas la chose la plus importante.
Et il y a des autres choses. Donc, l'utilisation de ces manuels, mais l'idée d'utiliser une vision multidisciplinaire pour enseigner l'histoire du droit à la faculté de droit aujourd'hui veut former et dire à les étudiants en droit le travail de l'historien de droit est ça. On fait ça dans les archives, dans la bibliothèque, on peut comprendre et s'approcher à le phénomène juridique dans sa façon. On peut connaître la société médiévale et pas seulement médiévale, seulement si on peut comprendre réellement les phénomènes juridiques. Donc, ma réponse soit pour les étudiants et aussi pour les chercheurs, pour les doctorants, pour les chercheurs en formation. OK, merci. J'ajouterais juste quelques remarques. D'abord, du point de vue des collègues, je pense effectivement, Emanuele a raison. Au niveau des historiens, on a eu des retours, on a eu des. Quand j'ai intégré le projet, des historiens étaient déjà intéressés par le projet Fontes, évidemment, ceux qui fréquentent le séminaire d'Emanuele à l'EHESS, ou même, disons, les historiens de Paris 2 qui travaillent notamment avec Franck Roumy, par exemple, ou d'autres collègues. Il y a vraiment une collaboration déjà ancienne avec les historiens et les historiens du droit de ce point de vue-là. Je pensais sans doute à d'autres initiatives. Du point de vue des historiens du droit, des historiens français, en fait, on a évidemment, quand on a été spécialiste des pratiques de l'écrit, mes collègues ont été vraiment intéressés par le livre parce qu'en fait, c'est une chance en fait pour les pratiques, pour les spécialistes des pratiques de l'écrit, d'avoir en fait un retour sur la science juridique, parce qu'en fait ils sont confrontés, quoi qu'on en dise, à la question de la des règles juridiques issues du Moyen-Âge central, des décrétales pontificales, etc. Donc c'est forcément des éléments importants à prendre en compte. J'aurais tendance à dire que pour les plus jeunes, disons les masterants et les doctorants, c'est difficile d'y répondre, parce qu'en fait, je pense que on va le voir dans les années à venir, en fonction des thèses qui sont débutées, des masters aussi, et aussi des formations. Vous parliez tout à l'heure d'un cours maintenu à Nanterre, il me semble, pour l'introduction des sources juridiques. C'est vrai que on pourrait penser si c'est possible encore de créer des formations et pas seulement les maintenir à l'université, mais de créer en tout cas des cours spécialisés basés notamment sur ce manuel et d'autres outils. Je pense notamment aussi à d'autres ouvrages en histoire médiévale qui sont censés sur les sources du Haut Moyen-Âge, par exemple, à créer des formations à destination a priori des historiens et des historiennes, à créer des formations en histoire du droit / matérialité à l'appui du manuel. Et ça, pour le coup, je pense que ça va demander quelques années pour voir la réception du livre. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Monsieur Napoli et puis après Madame Siméon. Ah oui, merci. Peut-être moi je suis un peu un intrus, même si j'ai participé avec plaisir à cette entreprise, mais justement comme quelqu'un d'externe, à la fois n'étant pas ni un historien, ni a fortiori un médiéviste. Mais je voulais quand même souligner un aspect. C'est-à-dire, Emmanuel disait tout à l'heure, pour moi, le droit, c'était la manière dont je m'intéresse à l'histoire, non? Donc, c'était les véhicules pour penser l'histoire. Alors, moi, je ne suis pas historien du droit et je ne suis pas non plus médiéviste, mais en même temps, je pense qu'un manuel comme ça, qui a l'air d'être vraiment un instrument pour s'approprier les sources, donc vraiment une sorte de boîte à outils technique pour arriver à déterminer qu'est-ce que c'est l'essence d'un texte. Peut-être ce type de manuel-là
pour être les plus secs, disons comme ça, en termes conceptuels. Parce que tout est la manière comment on s'approprie les sources. Hein. Donc, arriver à toucher à la source. Et donc, sans trop de construction théorique derrière, peut-être exactement la manière dont on arrive à montrer comment les textes se fabriquent et comment donc aussi les droits au Moyen-Âge se fabriquent, pour ceux qui ne sont pas des historiens en général et aussi du Moyen-Âge, ce serait très utile que ça passe comme enseignement pour définir l'historicité du droit, mais aussi pour penser cette historicité dans une longue durée. Alors, malheureusement, je vois que Manuel, on est dans la même institution française, et qu'il y a une forte résistance à penser l'histoire du droit comme un élément préalable, même pour la réflexion sur le droit contemporain. Et que même, je dirais, même au-delà, que la théorie du droit est censée être épistémologiquement supérieure à l'histoire du droit. Dans la mesure où on pense l'histoire comme la discipline qui n'ouvre pas le changement, mais qui bloque la situation, qui nous transmet un cadre figé d'un passé révolu peut-être. Alors que je pense que, notamment via le droit, tout ce qu'on pense souvent des médiévistes, quand on dit qu'il faut désenclaver les médiévistes, hein, qu'ils restent dans leur monde, c'est précisément le droit un vecteur d'évasion de leur monde à eux, à condition justement qu'on essaye de valoriser la capacité et la temporalité toute propre des constructions juridiques, et le Moyen-Âge a un rôle fondamental pour déterminer quelque chose qui peut se projeter sur une très longue durée. Je ne veux pas faire le Savigny à la prise unique, hein, bien sûr, mais c'était quand même pour vous dire que moi, je participe à ça, en n'ayant encore aucune connaissance technique de ce point de vue-là, mais avec la perspective d'une ouverture de l'histoire du droit, et notamment de l'histoire du droit médiéval, sur une très longue durée, pour vaincre aussi, pour essayer de vaincre, enfin, de l'emporter sur un joute intellectuel qui, notamment l'école, mais je pense qu'à la fac c'est pareil, en Italie, en toutes les causes, la fracture entre histoire du droit et philosophie du droit est claire et ils ne se parlent pas. Hein? Donc, ça, c'est un problème qui existe. Moi, depuis que j'ai fréquenté la fac de droit, j'ai trouvé ça ahurissant. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, je pense qu'un manuel comme ça doit avoir aussi cette vocation, cette prétention, carrément affichée aussi, hein, de dire quand même, il faut contextualiser le discours du droit même à l'heure actuelle, il faut repenser la temporalité du droit sur une très longue durée, et donc il faut démythifier quand même cette présomption d'une théorie du droit qui serait épistémologiquement supérieure à l'histoire du droit. Donc, je pense qu'un travail pareil, ça a aussi cette valeur supplémentaire, hein, par rapport à sa valeur spécifique et primaire qui est celle de doter avant tout les étudiants et aussi les chercheurs d'un instrument pour travailler sur des sources qui pourraient être un peu aussi difficiles à comprendre si on n'y a pas les instruments adéquats. Voilà, donc je voulais juste rajouter quelque chose, en voie extra-mania, disons comme ça, mais pour valoriser quelque chose que autrement, on pense que c'est une affaire de médiévistes. Non, ce n'est pas une affaire de médiévistes. Merci beaucoup pour ce retour. Et en effet, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir. Le séminaire dont il a été question, je ne suis pas médiéviste et j'y ai participé. En tout cas, j'ai assisté avec plaisir et découvert plein d'éléments de connaissance, alors que vraiment le Moyen-Âge n'est pas du tout mon terrain de jeu. Merci pour ce retour. Je passe la parole à Madame Siméon. Merci, Louise. Je tenais
d'abord, avant tout, à remercier quand même les auteurs de cet ouvrage, parce qu'il est extrêmement, en fait, il manquait. Voilà, il vient remplir quand même un vide. Jusque-là, en fait, alors la question des sources du Moyen Âge fait peur un peu. Et puis, c'était surtout une question d'initié. En fait, quand on se lançait dans la recherche, on était initié par son maître sur cette question, parce qu'il faut piocher en fait dans beaucoup d'ouvrages, il faut pratiquer aussi la lecture, il faut manipuler les ouvrages. Et là, grâce en fait à votre comment dire à ce projet abouti, eh bien, un jeune chercheur peut se lancer en fait dans la recherche après avoir lu en fait votre manuel. Donc évidemment, moi je ne le destine pas aux étudiants en soi, hein, parce que alors évidemment entre le système, l'enseignement de l'histoire du droit en Italie et celui en France, on a quand même une marche importante. En tout cas, je vois mal le conseiller à des étudiants de licence à la consultation du manuel lorsque on fait le cours. Alors voilà, moi j'ai le plaisir aussi de le faire comme Ninon, ce cours. Je ne vois en fait des étincelles s'allumer dans les yeux des étudiants que lorsque j'apporte l'ouvrage en fait ancien dans l'amphithéâtre et qu'ils peuvent le toucher. Alors ça, pour eux, c'est vraiment le moment où ils ont l'impression de toucher l'histoire. Et c'est là que je peux susciter l'intérêt sur les sources du droit. Avant, en fait, simplement dans mon discours, je n'ai pas réussi à le faire. Voilà, donc simplement avec le support, l'ouvrage ancien, j'y arrive. Voilà. Donc, je pense en tout cas que cet ouvrage vient en tout cas vraiment apporter une méthodologie efficace avec les connaissances essentielles pour démarrer des recherches, ce qui est vraiment en soi extrêmement intéressant. Alors, sur ce sujet, j'ai une question à vous poser, à savoir, on sait que, en tout cas, c'est le cas en France, que la recherche en fait concernant la période médiévale est comment dire moins en tout cas comment dire prisée par les jeunes chercheurs. Évidemment, la pression en fait du nombre d'années vient un petit peu changer les axes de recherche. Hein, comment dire les recherches actuelles des jeunes doctorants eh bien, se dirigent plutôt vers fin 18e ou plutôt 19e, voire 20e, mais en tout cas, les périodes antiques et médiévales sont délaissées. Voilà. Est-ce que dans votre démarche, y avait-il cette idée de faciliter l'accès quand même vers les recherches médiévales? Voilà, ça c'est ma première question. Et le deuxième point, c'est, je vais m'attarder sur ce qu'a développé Louis Janton, à savoir l'idée de l'infusion du droit. Et ça, je pense en tout cas, cette idée de l'infusion du droit, elle est absolument en fait essentielle, parce qu'elle permet de faire aussi ce lien en fait entre la discipline, entre l'histoire du droit et les historiens, parce que pour beaucoup d'historiens du droit, en tout cas, on s'est beaucoup en fait concentré dans la recherche sur le recensement des sources, sur l'étude de concepts juridiques à travers la doctrine, et beaucoup moins en fait sur la mise en pratique. Comment en fait la doctrine a pu en fait, elle l'a fait, on le sait en fait. On retrouve des concepts en fait dans des actes notariés, des concepts juridiques de droit romain. Alors pas toujours bien employés, mais voilà, on retrouve ça. Donc il y a un fil directeur permanent et parfois, en fait, par des collègues qui ne comprennent pas bien ça, ou parce que nous, en tant qu'historiens du droit, on ne l'a pas assez démontré, certains nous disent, ben voilà, vos travaux, en fait, sont détachés de la réalité. Vous étudiez des concepts, en fait, qu'on retrouve dans la doctrine médiévale, mais en soi, en fait, ce n'est pas la réalité du droit. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que vraiment, je soutiens votre initiative et vos recherches sur ce sujet. Je pense que l'idée de l'infusion, donc comment, en fait, on trouve des textes, en fait, de Bald, de Bartol, voilà, dans des dossiers qui sont faits pour défendre en fait les droits d'une communauté face à la contestation d'une autre communauté, par exemple, voilà. Et je pense que cette idée-là, elle est essentielle pour montrer en tout cas le dynamisme du droit et de la réalité en fait du droit et de la porosité entre doctrine et pratique. C'est un monde vivant, c'est pas deux mondes séparés, et je ne peux en tout cas que voilà, qu'encourager en fait cette idée de travailler cette idée de l'infusion du droit. Voilà. Donc là, c'était pas tout à fait une question, hein. Voilà, mais en tout cas des réflexions. Merci.
Je voudrais reporter une expérience qui date de moins qu'un mois. J'avais été invité par un cours de master en droit de l'environnement à parler un peu des droits de la nature, des entités naturelles. Et j'ai fait un peu un discours et pour préparer, j'ai trouvé une consultation donnée par Barthélemy Chassonnet sur l'accusation des animaux, en particulier des insectes qui avaient infesté les champs et qui avaient été convoqués en justice pour être condamnés et pour lancer l'anathème contre eux. C'est un texte qui compte quelques 40 pages très, très larges. Et pour l'étudier, j'ai utilisé des systèmes d'intelligence artificielle. Et à un moment, j'ai demandé à Claude, qui est le système que j'utilise maintenant, de dresser une liste de toutes les citations qu'on trouve dans le texte. Et il m'a fait un tableau remarquable de toutes les autorités citées dans les 40 pages de Chassonnet, avec le contexte pour lequel était invoqué tel écrit de Bald, tel écrit de Bartol, tel texte du Code, du Digeste et tout ça. Et puis, avec ça, on peut regarder le texte très facilement. On regarde, on trouve quelle est la construction doctrinale d'une position qui est très intéressante pour nos collègues juristes qui se posent le problème d'écrire un droit, les droits des animaux. Quelle est la préhistoire de tout ça? Quelle est l'archéologie de cette idée de regarder la nature comme porteuse de droits, non? Et pour faire ça, pour répondre à votre première question, il faut absolument dépasser la barrière de la Révolution française et regarder l'Ancien Régime. Et c'est justement l'Ancien Régime qui n'est plus assez connu par les juristes, qui se posent d'ailleurs de problèmes qui ont été déjà posés dans l'Ancien Régime. Et donc, la mémoire du droit, de quelque façon, est une mémoire qui ne se rappelle pas exactement seulement des choses qui sont en vigueur. Et très souvent, il remonte à la surface des constructions de concepts juridiques qui étaient comme justement des bâtiments qui sont disparus et que les archéologues redécouvrent en fouillant dans souterrain, des choses qui n'existent plus, qui apparemment n'existent plus, mais elles résistent dans la conscience du droit même aujourd'hui. Donc, je partage l'observation de Paolo Napoli sur le fait que cette dimension de longue durée du droit est absolument essentielle aussi pour penser la société et les droits dans la société d'aujourd'hui et même dans la société de demain. C'est-à-dire cette dimension de longue durée de l'histoire du droit est la dimension du droit. Si on renonce à ça, on va renoncer au droit en général. Et on va faire gérer les questions à d'autres savoirs sociaux qui n'ont pas la même capacité d'encadrer la réalité dans des catégories abstraites, comme cet outil typiquement occidental, je dirais typiquement européen, qui s'est développé aussi grâce à cette mémoire parfois inaperçue d'une très longue durée. C'est vrai que c'est une entreprise franco-italienne. Et on a essayé de mettre ensemble la perspective de la tradition de l'histoire du droit française et de l'histoire du droit italienne. C'est vrai que vous avez vu que aussi notre collègue italien Luigi Gentoni a même un pseudonyme français, Louis Genton, il est presque bilingue, non?
il est un Italien lui aussi, non? Non, je voulais juste revenir sur cette question du rapport entre infusion du droit et longue durée pour essayer un peu de vous répondre en même temps à vos remarques très intéressantes. Je pense que aussi cette question d'infusion du droit et cette question en fait de reprise de la doctrine et puis cette question du rapport à l'écrit, notamment aux pratiques et des actes notariés, et sert aussi, pas seulement au droit et à la longue durée au droit, mais aussi à la longue durée de l'histoire médiévale de manière générale, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis, Paolo, mais cette idée qu'en fait, on aurait finalement une sorte de... Tu parlais de théorie du droit qui serait surplombante vis-à-vis de l'histoire du droit. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve vis-à-vis de l'histoire du Moyen-Âge dans certains types d'historiographie. Moi, par exemple, qui travaille en histoire monastique, si je ne fais pas l'effort de dire que les objets sur lesquels je travaille, c'est-à-dire potentiellement le droit, mais aussi les écrits pratiques, ont joué un rôle généalogique, il me semble, dans la Genèse, en fait, de formes d'institutions qui permettent au monachisme, en fait, de passer plusieurs caps, de passer le cap du Moyen-Âge central, de la modernité, du XVIIe siècle pour arriver jusqu'à la Révolution. Bah, en fait, là, je tiens, en fait, et d'avoir un retour réflexif sur cette histoire-là par le biais des pratiques d'écriture, des pratiques archivistiques, des pratiques de conservation, mais aussi par le biais du droit, ça me permet de conduire mon objet de A à Z, puis de Z à A, en fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a aussi d'autres traditions actuelles en histoire monastique qui disent c'est trop loin pour être étudié, c'est trop loin pour appartenir à l'histoire sociale, en fait. Il y a des traditions d'histoire diplomatique, une tradition qui, en fait, instaure une fausse rupture, en fait, avec l'héritage des mauristes, en fait, du XVIIe siècle et de la Révolution, mais qui est, en fait, dans une perspective profondément continuiste et en même temps en rupture vis-à-vis de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils envisagent leurs outils historiques comme des choses cristallisées dans du formol qu'il ne faut surtout pas envisager comme des pratiques sociales. Et je pense que réintégrer des objets et réintégrer des formes, disons, des pratiques au sens large dont je parlais tout à l'heure, juridique, architectural, etc., pour montrer tout le dynamisme du système, permet a posteriori de mieux repenser nos sujets d'études, forcément. Et du coup, de réinterroger aussi, c'était ça aussi le sens de ma remarque, de réinterroger aussi cette infusion du droit dans une histoire plus longue, disons, du Moyen-Âge, pour dire que le Moyen-Âge, ça sert à quelque chose d'étudier le Moyen-Âge aujourd'hui, quoi. C'est important. Merci beaucoup. Ninon, tu voulais intervenir? Oui, alors Emmanuelle, vous prêchez une convaincue sur l'histoire du droit des animaux et la revue semestrielle de droit animalier pour laquelle je travaille depuis 2009 a fait une large place à un dossier pluridisciplinaire dont l'histoire du droit. Et c'est vrai qu'on retrouve et que c'est non seulement passionnant, mais complètement en lien avec le contemporain. Et là, on voit véritablement tout l'intérêt de l'histoire sur le temps long que vous évoquiez. Donc, c'est vrai que c'est un bon exemple du lien fondamental entre droit contemporain et histoire sur le long terme. Au tout début du webinaire, vous disiez